souris au Far West. La souris que je suis. Mon nom est Stilton, Geronimo Stilton. Je dirige l'Écho du Rongeur, le journal le plus célèbre de l'île des souris. Si vous ne me connaissez pas encore, laissez-moi vous expliquer quelle sorte de souris je suis. Eh bien, je suis un rongeur intellectuel. Voici la souris que je suis. Je passe mes journées au bureau. J'écris des livres qui ont du succès dans l'île des souris et dans le monde entier. Quand j'ai fini de travailler, j'aime être à la maison, en pantoufles devant ma cheminée à lire un bon livre, à siroter un chocolat chaud, à écouter de la musique, à grignoter des chocolats au roquefort. Oh, j'adore la vie paisible. Ma sœur Théa, mon cousin Traquenard et mon neveu Benjamin se plaignent toujours que je n'aime pas voyager. Mais moi, je ne suis pas fait pour la vie aventureuse parce que je suis sujet au mal de mer, je souffre du vertige et je suis un grand froussard. Mais alors, me direz-vous, comment me suis-je retrouvé en plein Far West sauvage, au milieu du désert et des cactus, des rodéos et des taureaux furieux, des pistoleros et des cow-boys? Far West, Far West, Far West. Lisez ce livre et vous comprendrez. Quatre souris au Far West. Il faisait très chaud. Il faisait très, très, très chaud. Il faisait même une chaleur atroce. Et savez-vous pourquoi il faisait si chaud? Parce que je me trouvais dans le désert de l'Arizona. Parce que je me trouvais dans l'Ouest sauvage. J'étais avec ma sœur Théa, mon cousin Traquenard et mon neveu Benjamin. Nous traversions ensemble le désert de l'Arizona. Autour de nous, rien que du sable, des cailloux, des cactus. Comme le sable était brûlant sous nos pattes, comme il était épuisant de marcher sous le soleil, comme j'étais fatiguée, et en plus, j'avais une soif épouvantable. Je secouais ma gourde, elle était vide. Que n'aurais-je pas donné pour une goutte d'eau? Au-dessus de nous tournoyaient des vautours qui attendaient de pouvoir nettoyer nos os. Brrr. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Bienvenue à Cactus City. Le soleil nous faisait frire la cervelle dans le crâne. L'air était aussi sec et brûlant que celui qui sort d'un sèche-cheveux. Enfin, nous vîmes quelque chose qui brillait sur le sable. Des rails de chemin de fer. Nous étions sauvés. En suivant ces rails, nous arrivâmes à un panneau de bois. J'astiquai mes lunettes pour mieux voir. Puis, je balbutiai inquiet. À mon avis, cela ne promet rien de bon. Au contraire, ça promet du mal, et même beaucoup de mal. Traquenard me poussa en avant. Pfff, toujours aussi pessimiste à les marches. Je m'écriai, ne me pousse pas. Je ne supporte pas d'être poussé. En suivant les rails, nous arrivâmes enfin à Cactus City. Bienvenue à Cactus City. Mais quelle idée vous avez eue de venir ici?
du juge, la boutique de mode, la station de diligence, le forgeron, la boutique, le saloon, l'école, la gare de chemin de fer, l'entrepôt, l'imprimerie, la maison de l'institutrice, le shérif, le bazar, la banque, la prison, maison du médecin, l'hôtel et l'infirmerie. La loi au Far West. Au début, dans les villages du Far West, personne ne s'occupait de l'ordre public. Puis le gouvernement des États-Unis envoya des shérifs et des juges pour maintenir l'ordre et faire respecter la loi. Savoir, savoir. Un petit vieux à l'air guilleret nous cria. Eh, étrangers, combien êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Premier, deuxième ou troisième classe, ou alors wagon à bestiaux. Puis il écarquilla les yeux. Mais comment êtes-vous habillés? Vous devez venir de très loin. Ce sympathique petit vieux s'appelait Joe. C'était l'employé du chemin de fer. Il nous offrit une assiette de haricots bouillis et une gorgée d'eau. Il murmura: je regrette de ne pouvoir vous offrir plus d'eau, mais ici, l'eau est précieuse. Je vous donne un conseil étranger. Repartez tout de suite. Ne vous attardez pas à Cactus City. Savoir pourquoi. Une diligence traversera la ville au grand galop et s'arrêtera juste devant la gare en soulevant un nuage de poussière. Joe le cheminot, Paco le conducteur de diligence, Buck le forgeron, le docteur Donovan. Une souris aux moustaches pommadées en descendit. C'était Paco le conducteur de la diligence qui hurla: Cactus City, dernier arrêt avant le désert. Personne ne descendit de la diligence, personne ne s'arrêta à Cactus City. Savoir pourquoi. Nous entrâmes dans la ville. J'entendis un bruit métallique. Un gars, ou plutôt un rat, martelait une enclume avec force. Il avait des muscles à faire peur. Savoir qui c'était. Ah oui, c'était le forgeron. Rex le banquier, Tommy l'imprimeur, Maurice le juge, Pépé le propriétaire du saloon. Je vis passer le docteur tout essoufflé, qui criait « Place !» Savoir où il allait. Un rongeur ventripote, vêtu de blanc, sortit sur le seuil d'un bâtiment blindé. C'était le banquier. Savoir pourquoi il était inquiet. J'entendis un bruit familier. C'était une imprimerie. Qui donc imprimait un journal? Je m'approchai. Je vis un rat qui portait de petites lunettes. C'était l'imprimeur qui publiait la Gazette de Cactus City. Un vieux rongeur à l'air distingué sortit d'un bâtiment de briques rouges. C'était le juge, mais il y entra aussitôt. Savoir de quoi il avait peur. Dans le saloon, j'entrevis un gars, ou plutôt un rat qui somnolait sur son fauteuil à bascule, avec un énorme chapeau qui lui couvrait le museau. C'était le propriétaire du saloon. Boris le croque-mort et son aide Zippo. Le croque-mort sortit à toute vitesse pour venir nous saluer. Bienvenue à Cactus City étranger. Si je puis vous être utile, n'hésitez pas
chauve-souris sympathique, aux dents en avant et au pelage couleur carotte. Je m'aperçus que dans cette ville, il manquait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Il manquait un shérif. Je m'aperçus aussi d'autre chose. Tout le monde en ville avait l'air inquiet. Savoir pourquoi. Ah, si mes amis me voyaient. Nous entrâmes dans la boutique au centre de la ville. Une souris basse et ventrue nous accueillit. Étranger, qu'y a-t-il pour votre service chez Bob le boutiquier? Vous trouverez de tout, des haricots à la charrue, des clous à la selle. Il nous regarda, hésitant. Je crois que, pour commencer, il vous faut des vêtements. Ceux que vous portez sont vraiment ridicules. Mais d'où sortez-vous? Il passa dans l'arrière-boutique et revint avec des vêtements à la mode western. La famille Stilton, à la mode western. J'enfilai un pantalon de coton, des bottes avec des éperons, un ceinturon, une chemise à carreaux, un gilet, un foulard et un chapeau. Je me regardais dans le miroir. Maintenant, j'ai vraiment l'air d'un cow-boy. Ah, si mes collaborateurs de l'écho du rongeur me voyaient. Ma famille aussi était enthousiaste. Benjamin se regarda dans le miroir. Ah, si mes camarades d'école me voyaient. Traquenard se regarda dans le miroir. Ah, si mes copains me voyaient. Théa se regardait dans le miroir. Ah, si mes amis me voyaient, comme cette tenue est romantique. Puis, elle s'aperçut que, avec sa jupe longue, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas sauter, elle ne pouvait pas courir. Non, non, non. Alors, elle se fit donner par Bob un pantalon, une chemise et un foulard de cow-boy. J'aime être toujours prête à tout. On ne sait jamais si je devais sauter sur un cheval au galop, je serais prête. Bob nous montra 4 chevaux attachés à la barrière, juste devant la boutique. Des chevaux sellés, mais aussi des couvertures, des gourdes, des gamelles, des couverts et de la nourriture en boîte. Voilà ce qu'il vous faut, étranger. Voilà ce qu'il nous fallait. C'est mon cousin qui paye. Puis, il murmura méfiant. Mais comment allez-vous me payer? Traquenard tendit la patte vers moi. C'est mon cousin qui paye. Je sortis de mon portefeuille des billets de la banque centrale de Sourisia. Mais Bob les examina avec méfiance. Jamais vu des billets pareils. Je veux des vrais billets ou alors de l'or. Je lui tendis ma montre en or, mais il secoua la tête. Ça ne suffit pas, étranger. Il faut autre chose. Traquenard fit le mouchard. Mon cousin a aussi une dent en or. Bob prit une tenaille et se retroussa les manches, mais Théa s'écria. Stop! N'arrache pas la dent de mon frère. Moi aussi, j'ai de l'or pour toi. Elle lui donna une paire de boucles d'oreilles en or, un collier en or, une bague en or et un bracelet en or. Bob hurla. Ça ne suffit pas. Ça
ça ne suffit toujours pas si vous n'avez plus d'or, plus de vêtements, plus de provisions, plus de chevaux. Nous regardâmes tous Traquenard qui marmonna. Mouais. Puis, à contre-cœur, il leur retira une chaîne en or, cachée sous sa chemise, à laquelle était accrochée la lettre D, l'initiale de son prénom. Bob secoua la tête. Ça ne suffit pas, ça ne suffit toujours pas. Je soupirai, résigné à me faire arracher la dent. Mais Benjamin cria: Monsieur Bob, je n'ai pas d'or, mais peut-être ai-je là quelque chose qui vous intéressera. Il sortit de sa poche un petit jeu électronique, l'alluma et montra à Bob comment ça marchait. Ses yeux brillèrent. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Jamais rien vu de pareil, ça m'intéresse. L'affaire est dans le sac. L'affaire est dans le sac. Quand nous sortîmes, le soir tombait. Il fallait absolument que j'aille aux toilettes. Les haricots commençaient à avoir sur moi un drôle d'effet. Je sentais mon estomac gargouiller. Cloup, knick, brrrk. Je demandais à mes compagnons: mais où allons-nous passer la nuit? Théa regarda autour d'elle, puis une camomille, ha 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 ha. Puis elle découvrit un panonceau devant le saloon, chambre à louer. Elle m'ordonna: Géronimo, entre dans ce saloon et réserve 2 chambres doubles pour cette nuit. Nous, on va s'occuper des chevaux. J'étais inquiet. Vous ne pourriez pas venir avec moi? Traquenard me poussa en avant. Il ne peut rien t'arriver, gros froussard. Allez, marche, froussard. Allez en avant. Je hurlai. Ne me pousse pas. Je ne supporte pas d'être poussé. Je pris mon courage à 2 pattes et entrai. Le saloon était bondé. Aux tables, les cow-boys jouaient aux cartes. Un pianiste tapotait une absurde petite musique sur un piano désaccordé. Pépé, le propriétaire du saloon, m'aboya au museau. Qu'est-ce que tu veux, étranger? J'avais l'estomac qui gargouillait à cause des haricots. Une bonne tasse de camomille bien chaude m'aurait fait du bien. Je demandai donc: s'il vous plaît, je voudrais une camomille. Il répéta: une camomille? Oui, bien chaude et bien sucrée. Bien sucrée, hein? Puis, il éclata de rire. Et les gars, vous avez entendu ce que veut l'étranger? Une camomille. Tous les clients se tournèrent vers moi, intrigués. Le pianiste arrêta de jouer. Tous ricanèrent. Une camomille. Ha 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 ha. Le barman fit glisser sur le comptoir une tasse de camomille, mais je la ratai et tous ricanèrent. Ha 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 ha. Le barman fit glisser sur le comptoir une 2e tasse de camomille, mais je la ratai. Tous ricanèrent. Ha 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 ha. Le barman fit glisser sur le comptoir une 3e tasse de camomille, mais cette fois
City est trop petite pour nous deux. Je soufflais sur mes doigts, comme ça brûlait, je sautillais en hurlant aïe aïe aïe. Hélas, je m'aperçus trop tard que, en sautillant, j'avais écrasé la patte de quelqu'un. Je me tournai et vis un rat, ou plutôt un raton, 2 fois plus grand que moi, 2 fois large comme moi, 2 fois lourd comme moi, 2 fois musclé comme moi, et qui puait 2 fois comme moi, ou plutôt 1000 fois comme moi. Je bégayais. Je vous te demande pas pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. L'autre hurla. Mais si, tu l'as fait exprès. Puis, il cracha dans le crachoir en mettant en plein dans le mille. Ping. Mick, museau plat. Je pâlis et essayai de m'expliquer. Mais non, j'ai trébuché et il cria à tue-tête. Étranger, Cactus City est trop petite pour nous deux. Je murmurai, dans ce cas, je m'en vais tout de suite. Trop tard désormais, ton destin a croisé celui de Mick Museau plat. Désormais, le défi est lancé. Désormais, nous devons nous battre. Désormais, c'est notre honneur qui est en jeu. Désormais, celui de nous deux qui partira à jamais. Boris le croque-mort applaudit. Très juste, bravo, bien dit. Un de vous deux partira à jamais. Je me chargerai moi-même de l'enterrer. Il ouvrit la porte du salon et appela son neveu Zippo. Prépare un cercueil, ou plutôt 2 cercueils, on ne sait jamais. Puis, le cow-boy me toisa et me dit, je m'appelle Mick Museau plat. Quel est ton nom étranger? Je balbutiai. Je m'appelle Geronimo. G comme gentil. E comme excusez-moi. R comme respectueux. O comme oh là là, comme je suis désolée de vous avoir écrasé la patte. N comme non, je ne l'ai pas fait exprès. I comme il ne faut pas m'en vouloir. M comme mais pourquoi je me suis mis dans ce pétrin? O comme oh pauvre de moi. Boris grava mon prénom sur le cercueil en marmonnant. Geronimo. G comme gratuitement, on ne meurt pas. E comme et il faut payer d'avance. R comme réduction, on n'en fait pas. O comme on a voulu venir à Cactus City. N comme Nico, tu n'y resteras pas longtemps. I comme il faut que tout passe ici-bas. M comme mais tu ne pouvais pas écraser les pattes de quelqu'un d'autre. O comme oh là là, c'est comme si tu étais déjà mort. Mick hurla à mon intention. Maintenant, je vais te décerveliser, te dégratoubliser, te démarmelader, te trituriser. Il me traîna par l'oreille hors du salon. Je fermai les yeux, tremblant, attendant d'être décervelisé. Mais c'est alors que il s'en est fallu d'un poil de moustache. Une voix sucrée, comme un bonbon au miel gazouilla. Oh, bonjour, monsieur Museau plat. C'était une rongeuse d'un blond très blond, qui avait de splendides yeux d'un bleu très bleu, et portait une robe d'un rose, on ne peut plus rose. Elle avait un pipi rose, à très longues plumes
Musobla s'empressa de le ramasser. Il avait complètement oublié mon existence. Dolly sourit. Monsieur Musobla, voulez-vous m'accompagner pour faire mes courses? J'ai plein de paquets à porter. Il fit une révérence si profonde que ses moustaches frôlèrent la poussière. Très honorée, Miss Dolly. Je m'enfuis en courant. J'étais sain et sauf, mais il s'en est fallu d'un poil de moustache. Un costume de bois pour Geronimo Stilton. Je cherchais ma famille partout, mais je ne la trouva ni au saloon, ni au bazar, ni chez le forgeron, ni chez le docteur, ni à l'imprimerie, ni en prison, ni à l'école, ni chez le croque-mort. Mais alors, où était-il? J'entendis quelqu'un qui faisait du tapage, c'était la voix de mon cousin. La voix venait de la station de diligence à l'autre bout de la ville, mais j'entendis aussi une autre voix. Avec frisson, je reconnus la voix de Musobla. Les deux rongeurs étaient en train de se disputer parce que tous deux voulaient faire boire leur cheval à la même fontaine. Traquenard hurla. Tu fais le malin, mais quand mon cousin sera là, mon cousin te remettra à ta place, comme tu le mérites. Tu vas voir quand mon cousin sera là. Musobla hurla. Et qui c'est ton cousin? L'un de ceux qui assistaient à la scène me montra de la patte. C'est celui-là, Mick, celui avec les petites lunettes, celui avec la tête de Nico, celui qui pue le propre. Traquenard me poussa en avant. Le voilà, mon cousin. Je hurlai. Ne me pousse pas. Je ne supporte pas d'être poussé. Mick Musobla fixa sur moi un regard furibond. Quoi? Encore toi? Mais alors tu as vraiment envie de te retrouver 6 pieds sous terre? Il me souleva par une oreille et me plongea dans la fontaine. Le croque-mort cria à son neveu. Sipo, prépare pour l'étranger un costume de bois sur mesure. On ne sait jamais, il pourrait en avoir besoin. Sipo ricana. Tout de suite, oncle Boris. Mais c'est alors que passa une petite vieille toute menue et sèche, à la mine sévère, avec une fleur piquée dans son chapeau. Cercueil ou costume de bois sur mesure pour Geronimo Stilton. Elle demanda. Mick Musobla, je t'ai entendu crier. Dis-moi ce que tu criais. Mick balbutia. Rien, maîtresse. Et que faisais-tu à cette jeune souris? L'autre bégaya. Rien, maîtresse. L'institutrice soupira. À la bonne heure, Mick, parce que si seulement tu avais dit quelque chose, ou fait quelque chose, ou même simplement pensé quelque chose qui, oh non, 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 maîtresse, quand tu dois correctement jeter à l'œil, Mick, comme au bon vieux temps. Dès qu'elle se fut éloignée, Mick me chercha, mais je m'étais déjà éclipsée. Cette fois encore, j'étais sain et sauf, mais il s'en était fallu d'un poil de moustache. Pas de pistolet pour Geronimo Stilton. Nous retournâmes au saloon et montâmes au premier étage, où se trouvaient les
chambres à louer. Les lits étaient infestés de puces. Des nuages de moucherons voletaient çà et là. Les murs étaient constellés de taches de graisse. Des tas de poussière s'amoncelaient sur le plancher et ça puait drôlement. Traquenard se boucha le nez. Geronimo, c'est toi qui as pété. Tu as mangé trop de haricots. Je protestai. Je n'ai pas pété. Parole de rongeur. Traquenard ouvrit la fenêtre pour renouveler l'air, mais fit tomber un pot de fleurs en bas. Je m'écriai. Attention, tu pourrais blesser quelqu'un. Je regardai par la fenêtre, le pot venait de s'écraser sur la tête de Mick museau plat. Il hurla. Encore toi, étranger. Ce soir, je danserai sur ta tombe. Boris se frotta les pattes. Tombe. J'ai bien entendu prononcer le mot tombe. Je descendis au saloon pour dire à Mick que je ne l'avais pas fait exprès, mais il était furieux. Étranger, ce soir il y aura un rongeur de moins à Cactus City. Prépare-toi au duel. Je criai. Je refuse de me battre en duel. Pas de pistolet pour Geronimo Stilton. Il ricana. Tu n'es qu'une chiffe molle. Tous ricanèrent. L'étranger n'est qu'une chiffe molle. Tout ça à cause d'une épluchure de pommes de terre. Mais tandis que tout le monde riait de moi, je dérapais sur une épluchure de pommes de terre. Je fis un saut mortel. Je donnai sans l'avoir voulu un coup de pied sur le museau de Mick. Je me rattrapa au lustre. Je me retrouvai avec la tête coincée dans le balcon. Je glissais le long de la rambarde. Je chutais sur Mick. Je sautais sur une planche en équilibre. Je fis rebondir une pastèque. La pastèque s'écrasa sur la tête de Mick. Je demandai pardon à Mick. Je ne l'avais pas fait exprès. Parole d'honneur de rongeur. Je dérapais sur une épluchure de pommes de terre. Je fis un saut mortel. Je donnai un coup de pied sur le museau de Mick. Je me rattrapais au lustre. Je me retrouvais avec la tête coincée dans le balcon. Je glissais le long de la rambarde. Je chutais sur Mick. Je sautais sur une planche en équilibre. Je fis rebondir une pastèque. La pastèque s'écrasa sur la tête de Mick. Je demandai pardon à Mick. Je ne l'avais pas fait exprès. Parole d'honneur de rongeur. Tout le monde hurla. Quel gars, ou plutôt quelle race, Geronimo. Il est plus fort que Mick. C'est le plus fort, il est très fort. J'essayais d'expliquer. Mais je ne l'ai pas fait exprès, je ne suis pas fort. L'institutrice palpa mes muscles. Jeune rat, je n'aurais pas parié un centime sur toi. Je pensais que Mick n'aurait fait de toi que de la chair à pâté, alors que tu es fort, très 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 fort. Miss Dolly Kazuya, oh monsieur Geronimo, vous êtes beaucoup plus fort que monsieur Museau-Plat. Mick, horriblement déçu, allait presque se mettre à pleurer. Le croque-mort secoua la tête. Dommage, ils ne se sont pas battus en duel. Pas besoin de cercueil. J'avais pourtant un magnifique catalogue de cercueils dernier cri. Et braves gens, personne n'a besoin d'un cercueil. On peut payer à crédit. C'est alors que la terre trembla, précédée par un épais nuage de poussière. Un groupe de pistoleros arriva au grand galop.
pistoleros noirs. Je regardais autour de moi. Tous avaient peur, tous, 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 tous. Même Mick, museau plat. C'est moi le plus fort. Tandis que les habitants de Cactus City accouraient, les pistoleros s'arrêtèrent sur la place principale. Ils escortaient une charrette transportant un énorme tonneau. Savoir ce qu'il contenait. 12 coups de fusil, 12 coups de minuit, chef des pistoleros. Le chef des pistoleros descendit de cheval. Il était plus effrayant que Mick Museau plat. Il avait un regard de méchant et il était tout de noir vêtu. Son pantalon était noir, sa chemise était noire, son gilet était noir, ses bottes pointues à éperons brillants étaient noirs, son ceinturon était noir, son chapeau était noir, ses moustaches luisantes de brillantine étaient noires, ses petites lunettes étaient noires. Quelque chose brillait sur sa poitrine. C'était une étoile en fer blanc, une étoile de shérif. J'étais stupéfait. Pourquoi le chef des pistoleros était-il le shérif? Il s'adressa à la foule et cria « Habitants de Cactus City, ici, c'est moi qui commande. » Il ordonna « Applaudissez » et tous applaudirent. Puis il ordonna « Stop » et tous cessèrent d'applaudir. Le pistolero ricana. Bravo, vous avez raison d'applaudir. Ici, c'est moi qui commande parce que c'est moi le plus fort. Et si quelqu'un se rebelle, tchac, il fit un drôle de geste, comme pour fermer un robinet. Savoir ce que cela voulait dire. Puis, il ordonna « Applaudissez » et tous applaudirent. Puis, il ordonna « Stop » et tous cessèrent de l'applaudir. Satisfait, le pistolero se frissa les moustaches et désigna le tonneau. Apportez votre or, habitants de Cactus City. En échange de votre or, je vous donnerai de l'eau. Puis, il ordonna « Applaudissez » et tous applaudirent. Il ordonna « Stop » et tous cessèrent d'applaudir. J'étais stupéfait. Qu'est-ce que c'était que cette histoire d'eau? Y a-t-il un volontaire? Indignée, l'institutrice brandit sa canne en s'adressant à la foule. Habitants de Cactus City, c'est une honte. Se peut-il que, parmi vous, il n'y en ait pas un seul qui soit capable de tenir tête à cette brute? Puis, elle s'écria. J'ai besoin d'une souris courageuse et prête à tout. S'il y a un volontaire, qu'il fasse un pas en avant. Soudain, je fis un pas en avant. Quelqu'un m'avait poussé dans le dos. C'était mon cousin. Je criai. Ne me pousse pas. Je ne supporte pas d'être poussée. Satisfaite, l'institutrice me palpa les muscles. Bravo, étranger. Je vois l'étincelle du courage briller dans tes yeux. Tu es fort, jeune rat. C'est moi qui te le dis. Tu es fort. La foule répéta. L'étranger est fort, très fort. L'étranger est très, très fort. Je blêmis, mais je ne suis pas fort, et je ne suis même pas courageux. Traquenard me poussa en avant. Allez, cousin, ne fais pas honte à la famille Stilton. Je criais, ne me pousse pas, je ne supporte pas d'être poussé. Te à coup pas court. Allez, ne
sois pas géniard, fais un petit effort. Je hurlai. C'est facile à dire pour toi. Ce n'est pas toi qui vas devoir affronter le pistolero. Celui-ci retira ses lunettes, et c'est alors seulement que je découvris ses yeux verts, aussi perfides que ceux d'un cobra. Il me demanda: comment t'appelles-tu, étranger? Mon nom est Stilton, Geronimo Stilton. Tu vas arrêter de terroriser la ville. Il ricana. Et moi, mon nom est 12 coups de fusil, 12 coups de minuit. Et tu vas regretter de m'avoir provoqué, étranger. 12 coups de minuit et moi, nous déviâmes du regard. Les habitants de Cactus City firent cercle autour de nous en silence, brandissant des torches. Il cria: tu t'imagines être plus fort que moi, étranger? Alors je te défie au rodéo, dans mon ranch. Je te défie de dresser Poupie. Si tu gagnes, mais tu ne gagneras pas, je quitterai Cactus City. Acceptes-tu, étranger? Je demandai tremblant: Poupie, qui est Poupie? Il ricana: Poupie est Poupie. Alors tu relèves le défi, étranger. Je regardais autour de moi. Les habitants de Cactus City me fixaient inquiets. J'étais leur dernier espoir. Je n'avais pas le droit de les décevoir. Je pris mon courage à deux pattes et murmurai: je relève le défi. 12 coups de minuit éclata de rire. Rendez-vous au ranch 12 coups de minuit pour le rodéo. Je veux que toute Cactus City soit là pour assister à ta défaite et à mon triomphe. Unis, on peut faire beaucoup. Sur un geste de 12 coups de fusil, 12 coups de minuit, tous les pistoleros noirs sautèrent en selle et partirent au galop. J'avais peur. Je me sentais très seule. Et il n'est pas beau de se sentir seule. Mais quelqu'un me tapa sur l'épaule. C'était Mick Museauplat. Étranger, tu n'es pas seul, je vais t'aider, ton courage est contagieux. Nous devons faire quelque chose pour sauver notre ville, au risque d'y perdre la vie. Je le remerciai ému. Merci, mon ami. Unis, on peut faire beaucoup. 3 petites voix chicotèrent en chœur dans notre dos. Vous n'êtes pas seuls. C'était Théa, Traquenard et Benjamin. Ensemble, nous libérerons Cactus City. Tous les habitants se pressèrent autour de nous. Oui, le courage était vraiment contagieux. À présent, tout le monde se sentait plus fort. Tout le monde voulait se révolter contre la violence. L'institutrice expliqua aux enfants de l'école. Le courage est une grande tradition du peuple américain depuis l'époque des pionniers. Le courage est contagieux. À la conquête du Far West. En 1796, les 13 colonies anglaises de la côte atlantique de l'Amérique du Nord, sous la direction de George Washington, déclarent leur indépendance et constituent les États-Unis d'Amérique. C'est de ce jour que date l'expansion vers la terre de l'Ouest, habitée par les Indiens, les peuples natifs d'Amérique. En 1842 est tracée la première piste officielle traversant les territoires indiens, l'Oregon Trail. En 1862, le gouvernement américain encourage la colonisation de l'Ouest par une loi, l'Olmsted Act, qui prévoit d'attribuer 160 acres de terre cultivable à toute personne qui construira une maison et y habitera pendant au moins 5 ans. Des milliers de colons partent vers les territoires de l'Ouest. Mais qui sont ces pionniers qui décident de partir à la conquête du Far West? Des personnes de tout âge et de toute profession.
pionniers voyagent pendant des mois sur des charrettes tirées par des bœufs, des mulets ou des chevaux formant de très nombreuses caravanes. Le voyage de ces courageux est dur et épuisant, mais leur cœur est rempli d'enthousiasme et d'espoir. Le secret de 12 coups de fusil, 12 coups de minuit. Soudain, je m'aperçus d'une chose. Je ne savais pas pourquoi tout le monde en ville avait peur. Mick m'expliqua tristement. Je vais te révéler le secret de 12 coups de fusil, 12 coups de minuit. 12 coups de minuit est propriétaire d'un terrain au nord de Cactus City, sur lequel passe le torrent Rio Bravo. Il y a peu de temps encore, le torrent arrivait jusqu'à Cactus City. Nous nous servions de ces eaux pour irriguer les champs, abreuver les bêtes et pour boire nous-mêmes. Elles étaient abondantes et suffisaient pour tous, mais 12 coups de minuit est avide et veut que tout soit à lui, seulement à lui, rien qu'à lui. Il a barré le torrent et maintenant l'eau n'arrive plus à Cactus City. Nos champs sont secs, le bétail a soif. 12 coups de minuit nous rançonnent et nous obligent à payer l'eau au prix de l'or. J'étais indignée. Quelle brute! Mick me tapa sur l'épaule. Étranger, je suis sûre que tu vas remporter ce défi. Partons pour le ranch 12 coups de minuit. Je demandai. Il est loin ce ranch. Il me montra une carte. Torrent Rio Bravo. Cactus City. Le chemin de fer. Le ranch 12 coups de minuit. Il faut 3 jours et 3 nuits de cheval pour y arriver. Théa, Traquenard et Benjamin s'écrièrent ravis. Génial! 3 jours et 3 nuits à cheval. Je faillis m'évanouir. 3 jours et 3 nuits à cheval. Vraiment, c'est-à-dire, je ne sais pas monter à cheval. Mais Mick m'avait déjà juché sur un cheval qui est parti au galop. La foule hurla admirative. Comme cet étranger est fort, regarde les acrobaties qu'il fait à cheval. Jamais rien vu de pareil. Il est vraiment très très fort. Au pas, au trot, au galop, au hasard, à l'aveuglette, acrobatique, la tête en bas, à l'envers. Nous quittâmes la ville au galop, tandis que la foule en liesse nous saluait et se préparait à nous suivre. Quel était ce défi qui m'attendait? Je l'ignorais, mais j'étais sûre d'une chose. J'allais tout faire pour sauver Cactus City. Moi, les haricots me font un drôle d'effet. Nous galopâmes pendant des heures et des heures et des heures sous le soleil. Enfin, le Grand Canyon. Je m'approchais pour regarder en dessous. Je croyais que le Grand Canyon était formé par les très hautes montagnes. En fait, c'est un très grand canal très profond. C'est le fleuve Colorado qu'il avait creusé dans la roche en coulant pendant des milliers d'années. Le Grand Canyon se trouve en Arizona, aux États-Unis. Il s'agit d'une série de gorges creusées dans la roche par le fleuve Colorado, atteignant par endroits une profondeur de 1800 mètres, longue de 350 km et large de 6 à 30 km. Puis, le soir tomba et la température chuta brusquement. Quand nous nous arrêtâmes pour nous reposer, il nous arriva tout, vraiment tout. Voici ce qui nous arriva. Il faisait très froid. J'avais le bas de la queue couvert d'ampoules. C'était à cause de la selle. Le
le cheval m'écrasa un corps aux pattes. Comme c'est difficile d'allumer un feu, je tombais dans un ruisseau. Au secours! Au dîner, il n'y avait que des haricots, encore des haricots. Moi, les haricots me font un drôle d'effet. Ça presse. Je fis des rencontres déplaisantes. Un serpent, très déplaisante. Un cactus, très très déplaisante. Un scorpion. Je n'en pouvais plus du Far West. Enfin, nous nous assîmes tous autour du feu. Traquenard joua du banjo, la typique guitare du Far West, et Mick l'accompagna à l'harmonica, tandis que nous chantions en chœur la chanson Oh Susanna. Je m'aperçus alors que cette expérience me plaisait. Oh Susanna, je suis venue d'Alabama, un banjo sur les genoux. Je vais jusqu'en Louisiane revoir mon amour si doux. Oh Susanna, ne pleure pas pour moi, car je reviens de l'Alabama. Mon banjo jouera pour toi. Le temps est sec dans ce pays. Chaque jour il pleut, la nuit au soleil brûlant, j'ai des transis. Ne pleure plus, mamie. Bonne nuit, douce étoile dans le ciel bleu. Je m'endormis près de mes amis, blotti dans une couverture chaude, la tête appuyée sur ma selle. Au-dessus de moi veillaient les mille yeux des étoiles. Je murmurais Bonne nuit, douce étoile dans le ciel bleu. Le lendemain matin, je dégustais un solide petit déjeuner avec café, pain grillé beignet, œufs au lard. Cela me donna de l'énergie pour affronter la journée. Nous remontâmes à cheval et galopâmes nos moustaches se tortillant dans le vent. Quelle incroyable sensation de liberté j'éprouvais en sentant que je ne faisais qu'un avec mon cheval. Mick m'apprit à attraper au lasso les bêtes d'un troupeau. Il m'expliqua pourquoi on fait un cheval quand on les trie, comment on le nourrit. La nature est un précieux trésor et il faut toujours la respecter. Il me répéta que la nature est un précieux trésor et qu'il faut toujours la respecter. Maintenant, j'avais l'impression d'être un vrai cow-boy. J'adorais le Far West. Tout sur les chevaux. Les chevaux que nous connaissons vivent dans des écuries et se sont adaptés à un style de vie domestique. Bien qu'ils soient dans leur nature de vivre en liberté, ils auraient bien du mal à se réhabituer à la vie sauvage du Far West. Le cheval vit dans un box assez spacieux pour lui permettre de bouger et de s'allonger, sec, bien ventilé. Au sol, on étend de la litière, une couche de paille sur laquelle le cheval se couche. Il faut la changer tous les jours. L'alimentation de cheval nécessite plusieurs repas par jour. La nourriture est placée à l'intérieur du box près de l'eau, en plus du foin et de l'herbe fraîche. Le régime comporte des céréales, des pommes et des carottes. Pour le pansage quotidien, on frotte le corps avec l'étrie, une brosse de fer, puis avec le bouchon, brosse à soie dure, afin d'éliminer les résidus de grains et de saleté. Enfin avec une brosse douce pour faire briller la robe. Pour les yeux et le museau, on utilise une éponge douce et humide. Pour nettoyer les pieds, on enlève les petits cailloux et la terre qui se sont coincés sous les sabots avec un outil nommé cure-pied. Le ferrage des sabots doit se faire tous les 35 à 42 jours. Les pattes du cheval ont des ongles épais qu'il faut protéger par un fer qu'on fixe sous le sabot. La personne qui effectue cette opération est le maréchal Ferrand. Il retire le vieux fer, coupe et
Celle-ci était noire comme le maître des lieux. Cet endroit sointait la méchanceté, la brutalité et la violence. 12 coups de minuit vient à ma rencontre. Es-tu prêt, étranger? Es-tu prêt pour le rodéo? Nous allons voir si tu es fort. J'essaye de paraître courageux, mais j'avais une frousse terrible. Je demandais, à propos, où est Poupie? Il ricana. Le voilà, Poupie. J'écarquillai les yeux. Je découvris une énorme bête qui pesait plusieurs tonnes, avec des yeux rougeoyants comme des braises et des cornes plus longues que ma queue. J'écarquillai les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Draguenard ricana encore. Un taureau, ça ne se voit pas. Il a des cornes et il s'appelle de Poupie. Voilà pourquoi 12 coups de minuit était aussi sûr de remporter le défi. Je balbutiai, mais il était énorme. Il soupira. Tu t'attendais à quoi? À un petit veau. Puis, il me poussa vers l'enclos. Vas-y, cousin, vas-y. Je hurlai. Ne me pousse pas, je ne supporte pas d'être poussé. J'eus une attaque de panique et m'agrippai à la barrière. J'ai changé d'idée, je n'y vais pas. Théa hurla. Trop tard, à toi de jouer. Draguenard me poussa. Allez, ne fais pas le pleurnicheur. Je hurlai toujours hystérique. Ne me pousse pas, je ne supporte pas d'être poussé. Benjamin me fit un bisou. Oncle Géronimo, tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Alors je pris une profonde inspiration, sautai sur le dos du taureau. La porte de l'enclos s'ouvrit. À moi de jouer. Poupie, le taureau. Pourquoi? J'essayais de m'agripper tandis que Poupie soufflait furieux. Snuf, snuf, snuf. Je poussais des hurlements terrorisés. Au secours, au secours, au secours. Le taureau me jeta à terre et essaya de me piétiner. Je réussis à m'échapper, mais il me suivit de plus en plus furieux. Il me donna un coup de corne qui me projeta en l'air après un triple saut. Je retombai sur la barrière, rebondis et atterris sur Poupie. Soudain, je vis mon neveu Benjamin. Il tentait de me signaler quelque chose. Mais quoi? Pourquoi criait-il Épine? Pourquoi désignait-il son oreille? Pourquoi faisait-il des gestes de corne? Pourquoi? Accroché au cou de Poupie, j'essayais désespérément de comprendre. J'examinais l'oreille du taureau. J'y découvris plantée une épine de cactus. Voilà pourquoi il était furieux. D'un mouvement vif, je sautai à terre et lui enleva l'épine de l'oreille. Poupie se calma immédiatement. Puis il s'approcha de moi et s'inclina en signe de soumission. Il avait compris que c'était moi qui l'avais aidé. Je lui caressai le museau et sautai en groupe. J'avais dompté Poupie. Benjamin accourut et je le remerciai. Merci, tu m'as sauvé la vie. Nous montâmes sur le dos du taureau et fîmes un tour de piste triomphale. Entre-temps, toute la population de Cactus City était arrivée et poussait des hurrahs enthousiastes. Être fort, c'est savoir pardonner. 12 coups de minuit étaient noirs de colère. Il n'arrivait plus à comprendre pourquoi Poupie n'était plus féroce. Il lui hurla. Pourquoi n'as-tu pas transformé cet étranger en chair à pâté? Le taureau furieux
sable et d'une ruade projeta 12 coups de minuit en l'air. Le pistolero retomba à terre et le taureau l'immobilisa sous son sabot. 12 coups de minuit très pâle balbutia. Pitié. Je lui demandai. Tu as compris que tu avais mal agi? Il répondit avec un filet de voix. Oui. Tu vas arrêter de faire la brute? Oui. Tu rendras l'eau à Cactus City? Oui. Autour de moi, tout le monde criait. On va lui faire payer. Enfin, on va pouvoir se venger. Maintenant, c'est nous les plus forts. Je dis, il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Si vraiment nous sommes les plus forts, alors nous devons être généreux et trouver la force de pardonner. Donnons-lui une leçon qu'il n'oubliera jamais. Montrons-lui que nous lui sommes vraiment supérieurs. Au lieu de nous venger, laissons-le partir. Je caressai le museau de Boubi et le convainquis de soulever son sabot. 12 coups de minuit me regarda avec une nouvelle lueur dans les yeux, la lueur du respect. Merci, étranger. Oui, tu es vraiment fort et même très fort. Tu m'as appris que la véritable force n'est pas physique, mais que c'est celle des idées. Je rends mon étoile de shérif et quitte mon ranch à jamais. Je vais chercher fortune ailleurs. Mais je ne tenterai plus jamais de m'imposer par la force. Je retiendrai la leçon. Puis, il sauta à cheval suivi par ses pistoleros et disparut dans un nuage de poussière. Vive la liberté! Nous courûmes vers le torrent Rio Bravo. Voici le barrage qui empêche l'eau du torrent d'arriver à Cactus City. Nous l'ouvrîmes et l'eau déferla comme une promesse d'espoir. Nous criâmes « Vive la liberté! Plus jamais une brute ne commandera à Cactus City. » Oui, la liberté était de retour à Cactus City. Et si pour y parvenir, il avait fallu payer très cher, cela en valait la peine. Le courage est le prix de la liberté. Il faut du courage pour défendre ses droits contre les tyrans, mais ça en vaut toujours la peine. Le courage est le prix de la liberté. Une étoile de fer blanc cherche un shérif. Quand nous fûmes de retour à Cactus City, le juge annonça: cette étoile de fer blanc cherche un shérif, mais un vrai shérif. Quelqu'un qui soit prêt à défendre la justice au prix de sa vie. Tous les habitants de Cactus City s'écrièrent: nous voulons un nouveau shérif. Les enfants de l'école dirent: veux-tu être notre nouveau shérif, Geronimo? Nous avons confiance en toi. Une petite souris me tendit l'étoile. Bien qu'elle soit en fer blanc, elle avait une valeur immense parce que la justice n'a pas de prix. Je remerciai. Je suis très honorée, mais... Alors choisis toi-même notre nouveau shérif. Je réfléchis longuement, pendant que tout le monde se taisait. Je ne devais choisir qu'un seul rongeur, et je devais choisir le bon rongeur. Pas facile. Pourtant, je regardais Mick museau plat. Mick était devenu mon meilleur ami à Cactus City. Mick, un beau nom pour un shérif. Je lançai l'étoile à Mick. La loi est de retour dans cette ville. Nous avons un nouveau shérif. Il l'attrapa au vol, tout ému. Je ferai tout pour être digne de votre confiance. Je défendrai les faibles, combattrai les brutes, ferai respecter la justice. À toi l'étoile, Mick.
bisou sur la pointe des moustaches de Mick, qui devint cramoisi. Tout le monde cria encore « Hurrah pour le shérif, Mick museau plat !» Puis « Hurrah pour Geronimo Stilton !» Il est très fort ce Geronimo Stilton. Je ferai tout pour en être digne. Mais soudain, je me retrouvais enveloppée d'un brouillard épais, épais, épais. Ma tête tournait toujours, toujours, toujours plus. Qu'est-ce qu'il se passe? Je poussai un cri. Ah! Psst! Et je me réveillai en sursaut. Je balbutiai. Oh, où suis-je? J'étais dans ma chambre, dans ma maison, dans ma ville, dans mon île. Je n'étais plus au Far West. Tout cela n'avait été qu'un rêve. J'entendis un ronronnement. Psst! La télévision était allumée. Le magnétoscope aussi était allumé. Je me souvins, avant de m'endormir, j'avais regardé un western. Voilà pourquoi j'avais fait ce rêve bizarre, incroyable. Oh, Suzanne! Je traînais les pattes jusqu'à la salle de bain et cherchais un seau que je voulais remplir d'eau pour me laver. Mais soudain, je me rappelai que je n'étais plus au Far West. Puis, j'allai à la cuisine pour prendre mon petit déjeuner et cherchai dans le placard une boîte de haricots. Mais soudain, je me rappelai que je n'étais plus au Far West. Je cherchais mon cheval, puis je suis sortie de chez moi et cherchais mon cheval pour aller au bureau. Mais soudain, je me rappelai que je n'étais plus au Far West. Alors je compris, même si cela n'avait été qu'un rêve. J'avais la nostalgie du Far West et je brûlais d'envie d'y retourner. Je pris un taxi pour me rendre à l'écho du rongeur. J'entrai en chantonnant « Oh, Susanna !» J'annonçai à Théa, Dragonard et Benjamin. J'ai envie de voyager. Je veux partir pour le Far West et je veux y aller avec vous. Ils s'écrièrent fous de joie. Hurrah, on va au Far West, vive le Far West. Dragonard me poussa vers la porte. Il était temps que tu te décides à voyager, cousin. Je hurlai. Ne me pousse pas, je ne supporte pas d'être poussé. Une demi-heure plus tard, nous étions déjà à l'aéroport. Une aventure western nous attendait. Absolument incroyable, absolument indescriptible, absolument impossible. Il me tarde de vous la raconter, chers amis rongeurs, mais c'est une autre histoire au poil, parole de Stilton, Geronimo Stilton. Vive le Far West. Voilà les amis pour cette histoire de Geronimo Stilton au Far West. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit. Et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.